Au XVIIe siècle, un scandale éclate à la cour de Louis XIV. Cette affaire d'État mêlant sorcellerie, sacrifices, sciences occultes et empoisonnement a fait trembler Versailles. Quand les sorcières infiltrent la cour du roi Soleil, son règne s'obscurcit. Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une petite pute de Versailles. Et aujourd'hui on va pas parler que d'une seule petite pute, mais de plusieurs. On va s'amuser. On reste dans le thème Halloween parce que aujourd'hui on va parler d'une affaire cocasse. Alors c'est parti, sans plus tarder, commençons. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et active la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. En juillet 1666, Marie-Madeleine Dreux d'Aubray, un nom interminable pour dire que c'est la marquise de Brinvilliers, a un amant. Et son amant s'appelle Gaudin de Sainte-Croix. Ensemble, ils n'ont pas une thune. Mais le père de la marquise, il est méga riche. Alors, Gaudin et la marquise vont mettre en place un plan machiavélique. Donc la marquise de Brinvilliers va aller chez Christophe Glazé acheter des fioles. Et ces fioles vont servir à empoisonner son père pour toucher l'héritage. Mais comme elle n'est pas du tout partageuse, elle va empoisonner ses frères et sa sœur à 6 mois d'intervalle. Elle devient donc une tueuse en série à Versailles. En plus de ça, Henriette d'Angleterre, la meuf de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, meurt, pouf, comme ça, d'un coup, à 26 ans, après avoir bu un verre de chicorée. Alors du coup, on va soupçonner un empoisonnement, mais ça ne sera jamais prouvé, hein. Bref, la marquise de Brinvilliers, qui est conne au point d'avoir une confiance aveugle en son amant, va lui envoyer une lettre lui disant « Coucou, j'ai buté papa, mes enculés de frères, et cette petite pain beige qui me sert de sœur. Au calme, tout s'est bien passé, bisous, je t'aime. » Et en plus, elle va lui dire dans la lettre comment elle a fait. Et là, Gaudin de Sainte-Croix a une idée lumineuse. Il va prendre toutes les lettres que la marquise lui a envoyées et les foutre dans une cassette, parce que ce sont des preuves, et il va lui faire du chantage pour qu'elle lui donne des thunes. Et sur la cassette, il va écrire un mot disant « à n'ouvrir qu'après ma mort et seulement si je meurs avant la marquise ». Manque de bol pour la marquise de Brinvilliers, Gaudin claque le 31 juillet 1672. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir la cassette et tout le tralala. Bon, bien sûr, quand la marquise a su que Gaudin avait passé l'arme à gauche, elle a senti que ça chauffait pour son cul, donc elle s'est barrée à Londres et finalement, elle est revenue. Elle s'est faite arrêter, puis elle a été torturée, elle a fini par avouer, et le 17 juillet 1676, elle est décapitée sur la place de Grève, et quelques minutes plus tard, son corps est brûlé sur un bûcher. 7 ans après l'affaire de la marquise de Brinvilliers, en 1679, une petite soirée est organisée, comme souvent à la cour, et à cette soirée, il y avait des courtisanes, des hommes très haut placées et aussi des voyantes et devineresses. À l'époque, les dames de la cour ne savaient plus quoi faire de leur thune et comme c'était hyper à la mode d'aller voir une voyante, bah elles y allaient toutes quoi. Elles se faisaient lire l'avenir dans les lignes de la main, tirer les cartes, tout le tralala avec les horoscopes et tout, enfin bref. Et donc c'est pour ça que des voyantes étaient invitées aux soirées mondaines. Alors pendant cette fameuse soirée, l'alcool coule à flot bien entendu et Marie Bosse, une voyante, est complètement torchée. Et cette bouffonne va commencer à tout balancer. Elle va dire « Ouais, il y a des meufs qui m'achètent du poison, qui les ramènent à la cour, ouloulou, je fais des messes noires, c'est trop bien, on sacrifie des bébés. » Et il y a un mec avocat qui a le bras long, qui entend ça
Et du coup, le gars, il va tout poucave. Et donc, quelques jours plus tard, elle est arrêtée. Interrogée, elle va balancer que certaines épouses de membres du Parlement lui achètent du poison dans le but de buter leur mari. Et elle va aussi dénoncer d'autres empoisonneuses, comme par exemple Catherine Monvoisin, dite La Voisin, qui est en fait une sorcière un peu, hein, tu vois, elle fait des messes noires et tout et tout. Du coup, La Voisin est arrêtée le 12 mars 1675 à la sortie de la messe. À partir de ce moment-là, ça va partir en couille à Versailles, parce que La Voisin va dire tellement de choses que tout le monde va être sur le cul. On va savoir que la plupart des empoisonneurs et empoisonneuses... Ah, j'ai cru que j'allais me vomir dessus. On va savoir que la plupart des empoisonneuses et empoisonneurs, et aussi d'autres personnes, tu vas comprendre un peu plus tard, pratiquaient les messes noires, pratiquaient aussi la magie blanche ou noire, et on suppose aussi qu'il y avait un trafic de substances toxiques entre les courtisanes à la cour. L'arsenic était le poison le plus courant parce que, il ne laisse aucune trace dans l'organisme, donc il était clairement indétectable. D'ailleurs, on l'appelait la poudre de succession, parce qu'on utilisait ce poison, généralement, pour toucher l'héritage. La Voisin va avouer avoir vendu des filtres d'amour et des filtres empoisonnés à certaines femmes de la cour. Elle avoue avoir aussi pratiqué des avortements sur ces mêmes femmes. À l'époque, l'avortement était très mal vu. Et elle va avouer également pratiquer des messes noires, avec vénération du diable et sacrifice d'enfants. Et elle va avouer avoir brûlé ou enterré les restes d'environ 2500 enfants. À cette époque, on croyait autant en Dieu qu'au diable. L'un n'allait pas sans l'autre. Si Dieu n'exauçait pas leurs prières, elles n'avaient aucune difficulté à se tourner vers le diable. Les cérémonies sataniques, tout comme les pactes avec le diable, étaient souvent pratiqués. On les célébrait dans un cercle de chandelles, et les messes noires étaient calquées sur les messes catholiques, mais récitées à l'envers. Les chandelles et les hosties étaient noires. On faisait souvent ces cérémonies dans des caves ou alors dans des ruines abandonnées. À l'époque, les officines criminelles à Paris étaient d'environ 400. Les femmes de la haute société se rendaient à pied chez La Voisin, leur sorcière bien-aimée, en laissant derrière elles leurs serviteurs, leurs chaises à porteurs ou calèches, et elles se couvraient le visage pour passer incognito. Attention, nous allons passer aux arrestations, le gros bordel, parce que il s'est passé tellement de choses et il y a eu un rebondissement incroyable. Le lieutenant général de police, Nicolas de la Reynie, s'est vite rendu compte que la société française était bourrée de sorciers, sorcières, empoisonneurs, devins et tout le bordel, et que tous ces gens pratiquaient des rituels qui impliquaient des sacrifices d'enfants. Clairement, la France était infestée de criminels satanistes. Alors il va en parler au roi Louis XIV qui va décider de créer une juridiction extraordinaire qui sera présidée par le magistrat Louis Boucherat, la Chambre ardente. Et c'est le lieutenant général La Reynie qui est désigné comme magistrat instructeur. C'est lui qui va être chargé de l'enquête, mais il va vraiment galérer à trouver des preuves, et en plus de ça, il a un peu la flemme de chercher. En fait, il avait un peu la flemme de chercher parce que Louvois, le ministre de la guerre, était en train de mener une enquête secrète pour le compte du roi. En fait, à ce moment-là, Madame de Montespan, qui est la favorite de Louis XIV, elle est plus trop hype dans le cœur du roi, parce que elle lui a déjà donné 7 enfants et il la trouve plus aussi bonne qu'avant, tu vois. Donc, Louis XIV s'est tourné vers Madame de Maintenon. Et cette meuf, clairement, elle est super pieuse. Et il y a aussi, dans l'histoire, Colbert, qui est le premier ministre du roi. En gros, c'est ça, c'est son ministre le plus proche. Et en fait, Colbert, lui, pareil que Madame de Montespan, petit à petit, il commence à descendre en grade, en fait. Il pue number one dans le cœur du roi. Lors des arrestations, des empoisonneuses et tout, certaines empoisonneuses ont balancé des noms de la haute société. Et certaines personnes qui ont été balancées sont assez proches de Colbert. Alors c'est pour ça que Louis XIV va demander à Louvois de mener une enquête en parallèle pour essayer de coincer Colbert pour voir si Colbert est un traître ou pas finalement. Je sais pas si j'ai été bien clair. Alors Louvois, ça l'arrange de ouf parce qu'il peut pas blairer Colbert, donc
il cherche à mort, il donne son âme pour trouver. Il a vraiment envie de faire plonger Colbert et de lui se retrouver numéro 1 dans le cœur du roi. Beaucoup d'accusés sont arrêtés et mis en tôle. Quant à la voisin, elle est brûlée vive sur la place de Grève le 22 février 1680. Après l'exécution de sa mère, Marie-Marguerite Monvoisin va balancer un nom. Le nom qui va mettre Louis XIV dans la merde. Elle va dire « Eh mais dites donc, Madame de Montespan aussi, elle a pratiqué des messes noires et acheté des poisons. » Le nom d'Athénaïs de Montespan vient de sortir. Elle aurait eu des relations avec la voisin pour lui acheter des filtres d'amour et apparemment aussi du poison. Les filtres d'amour étaient soi-disant destinés à Louis XIV pour gagner ses faveurs. Elle aurait participé à des messes noires, mais personne n'a pu le prouver. Et en plus de ça, une rumeur commence à circuler comme quoi elle aurait tenté d'empoisonner l'une de ses rivales, Marie-Angélique de Fontanges, mais pareil, pas de preuves. D'ailleurs, Colbert va défendre Athénaïs en disant « Ouais, je suis sûr que c'est pas elle qui a tenté d'empoisonner le roi et sa favorite, parce qu'à ce moment-là, c'était pas officiel entre eux, alors du coup, elle pouvait pas le savoir. » Bon, même si Madame de Montespan est accusée, elle reste à Versailles, et Louis XIV continue de la voir tous les jours quand il rend visite à ses enfants. Mais bien évidemment, tu te doutes bien que ça fait scandale, et cette histoire va prendre une telle ampleur que Louis XIV est en PLS et il décide de stopper toute l'enquête et tous les jugements en cours, quitte à laisser s'enfuir certains accusés. Clairement, il était au bout de sa vie de savoir que certaines personnes de la cour pratiquaient la sorcellerie et s'amusaient à empoisonner leur mari, alors quand la Montespan a été accusée, c'était la goutte d'eau. Des prisonniers de la chambre ardente vont accuser Madame de Montespan d'avoir commandité au moins 3 messes noires en 1667, en 1675 et en 1676, au cours desquelles des nourrissons auraient été sacrifiés. En vrai, cette histoire, elle reste assez floue parce qu'elle a jamais été prouvée totalement, mais on sait qu'Athénaïs côtoyait déjà la voisin 13 ans plus tôt, en 1667, et qu'avec les deux meilleurs potes de la voisin, le sage et l'abbé Mariette, elle pratiquait des messes noires, en tout cas des cérémonies magiques, dans le but d'évincer la favorite du moment, Mademoiselle de la Vallière, et on le sait grâce à des écrits de 1668. Et le sage a même expliqué comment se déroulait ce genre de rituel. En fait, il récitait des passages de l'évangile sur la tête de la Montespan. Il enterrait des cœurs de pigeons pour raviver celui du roi, et il récitait aussi des formules magiques complètement incompréhensibles. Plus tard, pour conserver le crush du roi et garder sur la durée les effets de ces rituels, Athénaïs de Montespan va administrer des aphrodisiaques à Louis XIV, sans son consentement bien sûr, comme par exemple de la poudre de mouche cantharide. D'ailleurs, durant les années 1675-1676, le roi avait eu de fortes nausées, sûrement à cause d'une trop forte dose d'aphrodisiaque, qui pouvait largement devenir un poison. Finalement, un autre nom va sortir, celui de Claude Devin, la demoiselle des œillets. Et cette femme était la dame de compagnie de la marquise de Montespan. Durant une époque, elle a été la maîtresse de Louis XIV. Ils ont même eu un enfant ensemble, mais le roi n'a jamais voulu la reconnaître. Tout ce bordel, galère à prouver, va-t-on démêler le vrai du faux entre un tel dit ça, enfin bon. Mais cela dit, apparemment, ça aurait été elle l'investigatrice de l'empoisonnement de Louis XIV et de Marie-Angélique de Fontanges. Et en fait, apparemment, c'est la voisin et des potes à elle qui ont balancé cette histoire. Est-ce vrai, est-ce faux, on ne sait pas, mais en tout cas, ils l'ont dit. Le plan aurait été le suivant. La voisin était chargée de livrer une sorte de lettre, en fait, à Louis XIV, mais une lettre piégée. Et deux potes de la voisin étaient chargés de livrer à la favorite des robes empoisonnées aussi. Sauf qu'en fait le plan a échoué complètement puisque la voisin n'a jamais réussi à rencontrer le roi et la favorite n'a jamais reçu ses robes. Donc de base, quand Louis XIV a appris tout ce bordel, il s'est dit putain chouette, un gros scoop, il voulait le balancer à la France entière, donc en parler au Parlement et tout le bordel. Soit. Sauf que quand Madame de Montespan a été accusée, ça a été une autre histoire et il a voulu tout arrêter. Donc c'est ce qu'il a fait. Certains coupables se sont barrés, ceux qui ont été arrêtés, ils ont été envoyés dans plusieurs citadelles de France.
et ils sont morts dans d'atroces souffrances, accrochés à la muraille de leur cachot. La dernière prisonnière de cette affaire est morte en 1725, après 42 ans de captivité. Après tout ça, Louis XIV a gardé avec lui une boîte dans laquelle il avait mis tous les dossiers de compte rendu des procès, tout ça, enfin toutes les preuves. Et en fait, à la mort de la Régnie, en 1709, il a ordonné à un de ses valets de brûler tous les documents. Donc, on n'avait pas de preuves. Mais alors tu vas te dire, mais pourquoi la Grande Roue est là pour m'en parler? Eh bien tout simplement parce que la Régnie avait fait des copies de tous les comptes rendus. En tout, il y a eu 319 arrestations, 194 incarcérations, 104 jugements, 36 condamnations à mort, 5 condamnations aux travaux forcés, 34 bannissements ou amendes et 30 acquittements. Dès la fin de cette affaire, Louis XIV va créer une loi pour punir les empoisonneurs. Et cette loi de 1682 dit que seuls les médecins ont le droit d'utiliser des produits toxiques ou autres poisons. Et cette loi nous sert encore aujourd'hui. Voilà bébé, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que j'ai réussi quand même à être clair. Je te fais d'énormes bisous, et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, et là tu trouveras ma dernière vidéo